Allez, on se retrouve maintenant pour ceux qui aiment les carapaces avec Bertrand, du coup de Élevage Tortue 81. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Et donc, Bertrand, plein de tortues sur le stand. C'est ça. De l'Hermano oriental, Hermano occidental, Marginata et Greca ibera. Exactement. Alors on va rappeler que si jamais vous souhaitez acheter une tortue en bourse, il faut impérativement avoir un certificat, une autorisation de détention. Oui. Voilà, qui est délivré ici par l'ATSO. Et après, on pourra vous vendre une tortue. Exactement. Mais attention, d'accord, ça se fait pas non plus comme ça. C'est pas un achat qui peut se faire non, comme ça. Non, il faut réfléchir, c'est bien réfléchi parce qu'une tortue, on s'engage pour 80 ans. Et oui. Voilà, et puis il faut quand même savoir un minimum de maintenance. Bien sûr, bien sûr. Alors moi j'ai vu ici donc il y avait quelques endives et du coup une jolie boîte ici donc de transport. Oui, la jolie boîte est prêtée par ma collègue à côté. D'accord. Et puis voilà pour les transports, mais surtout pour la maintenance en terra quand les tortues, si jamais elles devaient être malades. Alors voilà. qu'est-ce qu'on a comme substrat au fond? C'est ça que j'aimerais aussi poser comme question là. Oh, ben là moi j'utilise de la rafle de maïs végétal, sinon le mieux c'est de la terre. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu et puis très sympa ces petites tortues quoi. Merci beaucoup. Mais encore une fois attention, on s'engage sur la durée et légalement parlant ça rigole pas. Légalement voilà, obligatoire. Exactement. Hein. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Bonne bourse. On a vu les animaux vivants, on a vu les plantes, on a vu les terrariums et tout ça. Et là cette fois-ci on est avec Vincent de Miam Miam Reptile. Voilà. Et Vincent, alors toi tu proposes d'autres types d'animaux. Voilà, nous on a tout ce qui est nourriture. Voilà, la nourriture, tout ce qui est alimentation, hein. On est spécialisé là-dedans. Donc on va de l'insecte vivant à l'insecte congelé et après tout ce qui est rongeur congelé, de 1 gramme jusqu'à 6-7 kilos suivant le serpent et la taille qu'on a. Avec un sacré choix du coup, ce que je vois. Et des gens qui ont pu commander, j'imagine, parce que je vois qu'il y a... Souvent les gens donc ils prennent un peu et ils réservent. Bien sûr, ils gardent au frais après, pour garder au frais, on garde jusqu'à la fin pour pas couper la rupture de la chaîne du froid. Hein, donc c'est niveau approvisionnement, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des produits qui viennent du coup de l'étranger? Comment ça se passe? Alors actuellement tous les produits viennent à peu près de l'étranger. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant il y avait la rentabilité aussi, les pays de l'Est, tout ça, où les Espagnols portugais étaient beaucoup moins chers qu'au niveau main-d'œuvre, tout ça. Actuellement, nous, on est en train de créer donc une ferme d'élevage. Il y en a 4 en Europe, il y en a 3 en Europe actuellement. Il y a le lituanien, un portugais et un tchèque. Donc, on est en train d'ouvrir la 4e unité en Europe. Et, donc en France. En France, oui. À partir de janvier, ça sera en Ardèche. Ça s'appellera les rongeurs ardéchois. Donc, ça sera du Made in France. Merci beaucoup, Vincent. De rien. Et bonne journée, bonne vente. Merci, au revoir. Allez, on se retrouve du coup devant un tout nouveau type de stand, enfin un autre type de stand. Et donc ça me plaît bien d'être là, je vais pas vous mentir, parce que ça allie à la fois le côté YouTube et le côté animaux. Je suis donc avec les gars de The Little Things, du coup, donc Maxime et Alexis. Et du coup, voilà, vous avez des isopodes, c'est ça ici un petit peu. Présentez-nous un peu ce que vous vendez sur le stand. Effectivement, principalement des isopodes, c'est vraiment l'insecte principal de la chaîne et de l'élevage en général. Donc là, on est sur les cloportes. Voilà, isopodes, cloportes pour le nom vulgaire entre guillemets. On a pas mal d'espèces. Malheureusement, c'est fait vraiment dévaliser ce matin, donc on n'a pas grand-chose à vous montrer là. Malheureusement, ou heureusement pour vous, j'ai envie de dire. Voilà. Et après on a aussi on avait pas mal d'araignées, mais toujours pareil, il reste très peu d'espèces et bien sûr des menthes, donc voilà, d'un peu tous les origines. Ok, très bien. Et du coup après la chaîne YouTube, du coup vous parlez de quoi dessus rapidement? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Eh bien nous avons 5 reptiles, donc 3 geckos à crête, 1 gecko léopard et 1 serpent. Donc sur notre chaîne on va vraiment parler de tout l'univers NAC. Et donc voilà, on fait un peu de tout, des fiches d'élevage, des tutos, voilà le logo. Voilà. Une carte avec la fiche. Voilà, donc allez vous abonner, je pense qu'on peut le dire. Allez regarder du coup le contenu des gars. Et puis écoutez, si jamais on a envie de vous contacter au niveau Isopod, ça se passe comment? Alors déjà venir à la bourse de Mérignac, j'ai envie de dire, parce que c'est l'année prochaine on sera là aussi. Et puis par Instagram, mail. Et puis même YouTube, vous venez en commentaire et après on s'arrange au niveau des réseaux sociaux, Messenger, etc. On est toujours présent sur les réseaux tous les jours, donc venez nombreux, j'ai envie de dire, voilà. Et impeccable. Je vous remercie les mecs. Merci, et puis, bonne journée à vous en tout cas, et puis j'espère que le reste va partir aussi. Merci. Oui, merci beaucoup. Allez, ciao, bonne journée. Merci bien. Les amis, nouveau stand, on se trouve cette fois-ci, on a vu des bestioles, on a vu du matos, on a vu un petit peu de tout ça. Et là on est avec Marine, qui vend du coup plus des plantes sur le stand de Néorium. Voilà. Alors,
as commencé à nous présenter, je t'ai dit tu vas le faire en vidéo parce qu'en fait je retiens rien. Et donc tu as différents types de plantes, etc. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide? Bien sûr, donc principalement plantes tropicales. Ouais. Donc, principalement terrarium, paludarium, dendrobates ou insectes. T'es sur une bourse rapide. On va pas, enfin voilà. Donc voilà, faut quand même adapter les plantes à là où on est. Tous ceux qui veulent faire du bioactif, du coup, ça devrait vous parler. Alors vas-y. Voilà, donc on a un peu un mélange, on va commencer par le plus courant. Ouais. Voilà. Donc tout ce qui est ici, qui est assez courant, on a du margravia, on a du solanum, du dioscorea, un peu moins courant, mais très pratique dans les terrariums, ça pousse très vite, c'est rampant, ça prend de la place. Et un peu le classique, le bégonia Amphioxus, qui est un peu le premier bégonia qu'on tente sur le terrain. D'accord. Voilà, on a... Au niveau de l'entretien, c'est simple tout ça? En général, quand on a le terrarium avec l'humidificateur et la lumière, ça se fait tout seul. Ok, parce que moi je t'avoue que c'est un des trucs qui me fait un peu peur des fois, c'est pour le bioactif, c'est de me dire aussi quand on n'y connaît rien en plante. Ouais. Non, une fois que si ton terrain est automatisé, on est bon, ça tourne. On est bon. Franchement, tu fais un peu d'engrais une fois, toutes les 2 semaines, vite fait, et c'est à peu près tout ce qui est nécessaire. Alors ensuite Marine elle m'a dit attention, parce que là vous avez du rare. Ah ouais, là... Alors vas-y, dis-nous un petit peu ce qui est rare. Genre le plus rare? Vas-y. Ok, Sonerilla SP Glowing Dots. Donc très bien, je ne vais pas le répéter, mais vas-y. Donc c'est quoi comme type de plante? Alors c'est une Sonerilla. Ça vient principalement de Bornéo. C'est des plantes qui sont principalement situées sur l'île de Bornéo. Et la particularité, c'est vraiment ces taches qui brillent sur le feuillage. C'est joli. C'est vrai que ça, on n'en a pas beaucoup. On a aussi le Sonerilla Fluo Veins, comme son nom, un veinage argenté fluo. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, c'est très sympa aussi dans un terrarium, ça pousse bien, ça pousse vite et ça crée un contraste avec le vert. Bien sûr, bien sûr. On a Lea Zipeliana, en Europe encore introuvable. D'accord. Pareil, de grandes feuilles un peu en forme de lame. Ça va faire combien en taille ça après? Alors le Sonerilla, là c'est une taille adulte. D'accord. À peu près. Donc ça reste calable dans n'importe quel type de terrain. Voilà, le Léa par contre, ça grandit un peu comme un arbre, ça va vraiment pousser en hauteur. Et les feuilles vont atteindre à peu près, on va dire, une quinzaine de centimètres. D'accord, très bien. Alors on va voir ensuite du coup un peu ce qu'il y a sur du stand. Et là, regardez, connaissance ultime. C'est des fougères ça, non Marine? Exactement. Voilà. Alors vas-y, dis-nous. Donc on a Elaphoglossum peltatum. Très sympa dans un terrain, ça rampe sur tous les décors et ça reste tout petit, ce qui fait que vraiment pour des gens qui ont des petits terrariums, on peut vraiment créer du détail. On a Elaphoglossum metallicum, donc la fougère bleue, métallique. En fonction des lumières, elles vont développer des reflets bleus. Et qui est encore très rare, Seviguea albido squamata, pareil bleu avec ses petits points blancs. Et ça va grandir aussi, j'imagine? Ouais, tu vois là on en a un spécimen adulte. Et vraiment adulte, il va développer une forme en 3 feuilles. Bah écoute Marine, merci beaucoup. Avec plaisir. Le stand de Neorium, juste comment est-ce qu'on commande sur Neorium? C'est neoriumshop.com. Et ben voilà, parfait. Simple. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir niveau plan, n'hésitez pas, franchement, c'est très joli. Et tout est fait en Gironde. Tout est fait en Gironde en plus, bah voilà, la belle. Donc tout est bouturé sur place, on a toutes nos plantes mères. Voilà, c'est pas de l'import-export. Impeccable. Merci beaucoup Marine. Avec plaisir. Et bonne journée à toi, Merci, bonne vente. Donc je suis avec Manu de Redneck Gecko. Et Manu, tu nous as sorti du coup un Nephrurus. Ouais, alors mes chouchous, les Nephrurus amirae. D'accord. Alors globalement, est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? Alors, donc c'est une espèce de gecko endémique à l'Australie. Ouais. C'est la plus grosse espèce de la famille des Nephrurus, qui compte une douzaine d'espèces. Et en particularité d'avoir une toute petite queue. Effectivement. C'est pas qu'il l'a perdu, hein. Ah non, c'est naturellement comme ça. Et ouais, ils sont géniaux, ils sont vraiment atypiques en termes de look. On a un comportement qui est assez cool. Je dirais pas, c'est cool, ils ont leur caractère. Ah d'accord. En fonction de l'humeur, faut mieux pas mettre la main. Et ça dépend des jours. Là, voilà. Là j'ai envie de dire que celle-ci c'est une femelle, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Rapidement, du coup, donc au niveau du maintien, qu'est-ce que tu vas conseiller? Maintien, moi je maintiens sur du sable, mais je pense que c'est pas obligatoire. Des substrats plus durs pourraient faire l'affaire. On a tendance à les sec, évidemment australien. Ouais, sec. Niveau chaleur? Chaleur, je suis sur du 31 en journée, 24 la nuit. Ouais, c'est pas tant que ça. Hein. Non, ils aiment pas trop les grosses chaleurs. C'est vrai que souvent on a tendance à penser que les reptiles australiens ils ont besoin d'un truc à 50. Non, honnêtement. Non, c'est nocturne. Et en moyenne, on observe un pic d'activité sur ces espèces-là à 24 degrés en milieu naturel. Voilà. Donc on est loin, ouais. Si jamais on veut t'en commander, comment ça se passe? Excepté venir ici évidemment à Mérignac. J'ai ma page d'éleveur. Est-ce que tu peux la donner sur Facebook? Ouais, Redneck Gecko. Redneck Gecko sur Facebook, vous allez retrouver Manu. Et puis voilà, si jamais les Nephrurus vous intéressent, franchement, c'est fort sympathique. Même moi qui suis pas très lézard, tu vois. Ouais, ça, ils sont space. Mais ils sont chouettes, quoi. On te remercie Manu. Bonne journée à toi. Merci.
On se retrouve du coup, toujours ici évidemment à la petite expo avec Julien. Julien, alors toi, t'es pas venu ici pour vendre. C'est ça. T'es venu ici en fait pour présenter justement un animal, le téju d'Argentine. Je te laisse du coup nous en parler un petit peu. Là, t'es une petite femelle, je crois. C'est ça. Donc là, c'est une petite femelle qui a 2 ans et demi à peu près, qui fait, on va dire, 2 kilos. Ouais. La taille, elle a un bon mètre. Et donc là, je suis là pour la présenter à tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est quand même un lézard qui est particulier, qui peut être assez vif, on le rappelle aussi, quand notamment qui a beaucoup d'appétit. Ça a énormément d'appétit, donc justement j'évite de trop surnourrir. Les animaux qui ont qui ont des problèmes d'obésité, ça on peut le dire, en captivité, ils sont trop nourris. Nourris aussi n'importe comment, beaucoup trop de rongeurs. Il faut bien varier l'alimentation. Et c'est vrai, du coup, ça peut les rendre encore plus gourmands des fois, et même voilà. Et en plus, leur espérance de vie est tout de suite limitée. Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, donc, tu nous as dit qu'elle était jeune encore, c'est-à-dire que ça va encore grossir, le téju. Exactement. Donc là, on a une petite femelle, comme je disais, d'1 mètre et de quelques kilos. Alors on l'embête un peu, c'est la fin de journée en plus, elle est fatiguée honnêtement. Donc voilà, c'est le dernier effort de la journée, ma grande. C'est ça. Voilà. Et donc, après, c'est fini. Et donc, oui, sur les gros mâles, on peut aller jusqu'à 8 kilos et un bon 1,50 m, sans trop de problème. Un autre truc qui est impressionnant chez eux, c'est la langue. D'accord, vous pouvez voir, d'accord. Une langue évidemment bifide et vraiment impressionnante. Et en tout cas, voilà, un superbe animal. Et on peut dire un truc, c'est que depuis le début de la journée, là, Julien, tu as un succès énorme. Avec, ça marche bien. Ça marche bien, la présentation. Et bien écoute, on va te laisser la reposer gentiment. On te remercie de l'avoir présenté. Et puis alors écoute, merci d'avoir apporté tout ça. Merci à toi. On va dire qu'on s'est un peu coordonné avant. Voilà. Allez, on la laisse se reposer parce qu'encore une fois, c'est la fin de journée. C'est ça. En plus, elle n'aime pas le micro. C'est vrai tous. Allez, on continue notre petit tour toujours et je suis donc avec Shani du coup donc de la ferme des reptiles. C'est ça. Alors on a des petites tortues africaines. En fait, chez nous on est un reptilarium où les gens visitent. Donc on a 17 grosses tortues sulcata qui se baladent dans le jardin. Et nous avons eu pas mal de naissances cette année. Voilà. Donc on a déjà croisé les sulcata. Petit bébé sulcata. Le papa a 21 ans et fait une 50aine de kilos. Voilà, donc on l'avait dit tout à l'heure, d'accord, la sulcata ça grossit, ok. Voilà. Et donc le papa il tient pas là-dedans. Donc, non, voilà. non. Après on a quelques petits boas, quelques petits pitons, un petit peu de tout. Alors du coup, donc, si jamais on veut retrouver du coup tous ces animaux-là, à la vente ou venir visiter, du coup c'est possible? Oui, c'est possible. Donc la ferme des reptiles, où est-ce que vous êtes? En Ariège. Voilà, dans un magnifique département. Un joli coin, voilà, très exactement. vert pour les vacances. Et donc l'Ariège, et si jamais on veut commander aussi des animaux, c'est possible? Alors c'est possible, après là sur l'hiver, on ne préfère pas trop les envois, etc. Et comment est-ce qu'on vous contacte? Par mail, par téléphone, par Facebook, voilà. On fait ça comme ça. Très bien, et donc il y a tout un choix, parce que je vois aussi qu'il y a des escargots, des sauriens, on n'a pas tout emmené parce que j'ai ramené que ce qui était parfaitement démarré ou n'importe quel débutant n'aura pas de souci. Mais du coup, j'ai un peu le double à la maison. Ça marche, voilà, le message est passé, il y a encore de quoi commander. Merci Shani. De rien. Bonne journée. On continue notre petit tour, du coup donc je suis avec Pilou de Gutopia.com. C'est ça. Et donc tu as en main deux du coup Kuora Flavio-marginata. Flavo-marginata, voilà, c'est des tortues asiatiques d'Asie du Sud-Est, enfin de Chine, Taïwan. Voilà, il y a 3 sous-espèces de Kuora. Celle-ci, elle vient de Taïwan, c'est Flavo-marginata. C'est magnifique. Voilà. C'est des tortues boîtes. Ouais. Alors là, elles me connaissent tellement bien que maintenant elles se referment plus. Voilà, parce qu'on va rappeler le concept de la tortue boîte, c'est quoi? C'est qu'elle se ferme complètement. Exactement. C'est-à-dire qu'elle rentre sa tête, elle rentre ses pattes et elle se ferme complètement. C'est ça. Et, mais là, quand même, elles me connaissent bien, elles vont pas se fermer, évidemment. Par contre, on n'est pas à l'abri du petit pipi, c'est ce qu'on disait avec Pilou juste avant. Pipi caca, ça, elles adorent ça. Quand on les a dans les mains, elles adorent. Non, elles me connaissent trop bien, elles veulent plus se fermer. C'est comme ça. Voilà. Il y a trop d'intimité. Oui, c'est ça. Alors du coup, donc moi j'ai envie de te demander, évidemment, le statut juridique, toujours chez les tortues. Alors c'est annexe 2B. Donc, tout le monde ne peut pas se les procurer, on va pas se mentir. Voilà. Et en plus, il faut déclaration IFAP et elles sont pucées également par un vétérinaire. Bien sûr. Voilà. C'est des tortues qu'on ne met pas entre toutes les mains parce que c'est des tortues qui sont encore assez rares. Bien sûr. Et voilà, on y fait très attention. Tout à fait. Voilà, il y a, je crois, alors je vais dire sûrement une bêtise, mais il y a plus d'une dizaine de sous-espèces de Kuora, dont certaines valent le prix d'une grosse voiture. Ouais, elles sont belles, hein. Elles sont très belles. Et donc, il y en a certaines qui valent le prix d'une grosse voiture, d'une Cherokee ou. Et oui, le marché de la tortue, d'accord, c'est aussi quelque chose dans lequel des fois il y a un investissement à fournir, quoi. Exactement. Alors ça,
des tortues qui sont quand même assez, entre Oui, guillemets, qui restent à peu près, raisonnables, voilà. même si on doit casser la tirelire quand même. Mais Pilou, on a changé d'animal. Oui. On est passé cette fois-ci du À coup la sur du gazelle. serpent. Voilà. Voilà. Alors du coup, donc tu as deux magnifiques. Je vais te laisser les présenter pour Des Pantherophis guttatus, c'est les serpents des blés qu'on trouve en Amérique du Nord. Ouais. Mais celles-ci, elles sont très particulières parce qu'elles sont scaleless. Voilà. Et je salue Richard Dijoux qui a découvert l'espèce. Hein. Ouais. Et celle-ci, par exemple, elle est scaleless, hippo et sunkissed. Donc c'est une espèce un peu particulière, c'est un peu une chouchoute dans mon élevage, celle-ci. Alors c'est vrai, voilà, du coup, donc toujours beaucoup de variétés évidemment chez les Pantherophis. Énormément, ouais. Et là, il faut avouer ce qui est, c'est que c'est vrai qu'elles sont juste magnifiques, quoi, toutes les deux, avec un pattern très très sympa. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut dire pour les scaleless, c'est qu'elles sont scaleless sur toute la surface, mais que on va rappeler, c'est sans écailles. Sans écailles, voilà. Mais que par contre, en dessous, elles ont bien sûr besoin d'être écailleuses pour pouvoir se déplacer. Tout à fait. Sinon, elles feraient du surplace. Tout à fait. Et donc voilà, c'est vrai que vous n'en avez pas, vous avez cette texture qui est particulière évidemment sur le corps, mais en dessous, effectivement, tu retrouves ce côté écaillé, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on te contacte? Alors moi j'ai un Facebook, hein, Gutopia, voilà, j'ai une chaîne YouTube aussi, Gutopia. Un collègue. J'ai un Messenger Gutopia, et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement, ouais. Ça commence à faire. Et puis écoute, en tout cas, voilà, très très joli stand ici avec beaucoup de jolis animaux. C'est gentil, merci. C'est originaux et puis ça fait plaisir. C'est pas de ma faute, hein, c'est eux. Exactement, ils ont bien fait les choses. Allez, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Allez, on se retrouve ici au milieu des plantes en plus, donc sur le stand de Cactus Médocain. Oui. C'est ça, avec Patrick. Voilà, ce sont, là par contre, ce ne sont pas des cactus, ce sont des Tillandsia. D'accord. Et donc, alors qu'est-ce qu'on retrouve justement sur ce stand, donc globalement? Mais des plantes épiphytes, Tillandsia, un peu de toutes les variétés. Bon, là, ici, il n'y en a pas beaucoup parce que bon, on ne peut pas en amener trop. Sinon, il en existe énormément de variétés. Alors, plantes épiphytes, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu pour les néophytes ce que c'est? Alors, ce sont des plantes qui n'ont pas besoin de terre. Oui. Qui vivent... il faut juste les arroser une fois par semaine. Voilà, typiquement, vous mettez une racine. Alors, je ne suis pas un spécialiste, donc il faut que tu me dises, mais typiquement, vous mettez une racine comme ça, c'est ça. Vous posez justement vos plantes dessus. Et ça repart tout seul, en arrosant évidemment. Mais il faut les enlever une fois par semaine, les baigner, carrément les immerger dans l'eau et pendant 5-10 minutes et les laisser sécher et les remettre dans la composition. Et alors il y a de toutes les formes, de toutes les densités, de toutes les longueurs, presque un peu des variations de couleurs. En tout, il y a plus de 600 variétés de ces plantes. Donc effectivement, tu en as ramené une petite partie. Voilà, nous on en a 145 variétés. D'accord, ok, très bien. Là, ici, il y en a une trentaine de variétés. Il y a de quoi faire bien plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, oui, déjà. Et merci beaucoup Patrick en tout cas. De rien. Et bonne journée, bonne vente. Journée. Allez, on continue du coup le petit tour et cette fois-ci on est avec Jim, du coup donc de Crotaphytus Forever. On a compris un petit peu ce que tu allais nous présenter. Oh surprise, un Crotaphytus. Tout à fait, voilà. Donc ce spécimen est un Crotaphytus New Mexico, qui est âgé d'1 an, du moins un petit peu plus d'1 an, puisqu'il est né l'année dernière au mois de juin. Donc lézard américain, puisque c'est un New Mexico, voilà, donc lézard américain, comparé aux autres qui sont à côté, qui sont, qui sont des vestigiums, qui sont du Mexique, de Basse-Californie. D'accord. Donc ça c'est une espèce quand même relativement rare, puisque on n'est que 2 éleveurs en Europe à voir cette espèce. Donc effectivement relativement rare comme tu dis, voire même très rare. Même très rare, sachant qu'il n'y a plus du tout d'exportation depuis les États-Unis, puisque c'est interdit au niveau du prélèvement. Autre petite question, c'est si jamais on veut se procurer justement des Crotaphytus, comment est-ce qu'on te contacte? Par internet. Bon bah voilà. Voilà. Et donc du coup donc Facebook. Facebook, Jim Smoke. Après moi j'ai il y a ma carte. Il y a ma carte de visite. Ensuite, de toute façon, le bouche à oreille. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a le bouche à oreille. Où est-ce qu'on peut trouver du Crotaphytus? Jim Smoke. Voilà, c'est ça, exactement. Allez, on se retrouve ici du coup avec Steven du coup du stand Reptistore. Également, d'accord, vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est ça. Bonjour à toi Clément, bonjour à ta communauté surtout. Voilà. Oui, écoute, je salue la tienne également. Et merci. Et il y en a beaucoup qui te regardent, je sais. C'est très gentil. L'inverse est vrai également.
Et du coup, on est devant un de tes terrariums ici. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'il y a dedans? Alors, pour le coup, on n'a pas sorti l'animal qu'il y a dedans. Tu vas nous expliquer aussi pourquoi? Voilà, parce que j'aime pas me faire charcuter. Voilà, tout simplement, on va parler un petit peu brut. On est sur une espèce, c'est pas du tout agressif, ni sur de la prédation. C'est juste une espèce qui n'aime pas être dérangée, donc qui va se défendre, tout simplement. Et là, d'accord, on peut voir déjà qu'au niveau position... Voilà, c'est très vif, très agile, une très bonne vue, contrairement à ce qu'on peut penser des pitons en général. Donc par exemple tu vois, hein, de suite il réagit. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est pas les fossettes thermosensibles puisqu'il y a une vitre. On voit bien la position S, là, voilà. Une préparation. Voilà. Très peu de fossettes thermosensibles, donc c'est pas forcément son atout préféré pour détecter les proies. Ça va être beaucoup le visuel et aussi le tactile. Voilà, il faut savoir que ça réagit très bien. Quand il se touche, il peut se mordre par exemple. Ouais, d'accord. Voilà. Très sensible quoi. Très sensible. C'est une espèce très intéressante et une des rares espèces qui, quand tu vas les nourrir, vont pas digérer les poils et le recracher. Donc ça c'est intéressant. Avec du coup effectivement voilà, donc un système digestif moins adapté du coup au poil. Moins adapté et c'est un python mais ça mange pas très gros. Ça a vraiment du mal à encaisser les grosses proies. Déjà tu vois la forme de la tête, c'est une petite tête par rapport au corps. Voilà. C'est hyper intéressant. Autre chose aussi qui est spectaculaire on va dire avec cette espèce, c'est que tu vois la couleur, donc il est jaune et noir, voire marron sur le dessus. Ça naît orange et noir. Et en fait ça change sur la première année. Peut-être que tu auras une photo si jamais je te donnerai ça. C'est spectaculaire quoi. Donc tu vois, hein, c'est assez. Alors il est pas con puisqu'il sait qu'il y a une vitre. Mais on le dira avec son amorette. Voilà. De code animal. Alors ça s'appelle Transparent Boundaries Syndrome. Donc c'est le syndrome des vitres où le serpent va se cogner en fait sur la vitre parce qu'il n'arrive pas à se représenter la vitre dans son cerveau. Donc il va se cogner jusqu'à se faire mal. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône celle-là. En plus c'est très actif comme python. Ça bouge. Par rapport, en fait, pour moi, c'est le comportement presque d'une couleur dans le corps d'un python. Après, faut faire gaffe, c'est des animaux qui peuvent faire vachement de gras. Parce que c'est des animaux déjà ophiophage aussi. Ça, je tiens à le dire. Qui vont aussi s'alimenter de lézards. Donc, les proies de type rongeur, c'est très riche. Donc, ça facilement, ils vont faire du gras en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je donne. Ça arrive dans l'élevage, on a des morts nés, voilà, des morts naturelles d'animaux qui sont nés chez nous. Je lui en donne volontiers et il se régale. Ça permet de donner. De varier. Oui, de varier déjà, et puis quelque part pour ces petits là qui sont morts-nés, de toute façon c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de perte. Moi je paye pas de carissage déjà. Bien sûr. Voilà. Et lui il est content. Donc tout le monde est content. Et t'as fini tes étiquettes, ça je tiens à le dire. Ah oui, alors pour la petite anecdote, t'étais là hier, t'en as bien rigolé, merci. J'ai galéré avec les étiquettes, il faut savoir que moi l'organisation c'est pas mon truc. Je le dis, si j'ai mon capa c'est grâce à ma femme. Donc ouais voilà, on salue, mais encore remercie énormément. Voilà. Écoute voilà, en tout cas merci beaucoup et puis donc évidemment allez visiter Reptile Store. Merci beaucoup. Et puis voilà, très bon mec et vous voyez que niveau conseil, vous aurez de quoi aussi demander plein de choses à Steven. C'est avec plaisir. Après moi c'est vrai que j'ai une approche, on va dire, qui peut déranger parce que j'ai une approche commerciale par rapport à l'entreprise. Mais il y a aussi du terrario. Il y a la passion évidemment qui est derrière, ça je vous garantis. J'ai mes bêtes plaisir et j'ai la production, même si le mot des fois peut fâcher. Et un jour, on ira du côté d'Albi, du coup, chez Steven, c'est promis. C'est avec grand plaisir, t'es le bienvenu. Yes. Manger des chocolatines. Et ça marche évidemment, la base. Allez, merci beaucoup Steven. Merci Clément. Allez, on continue notre petit tour. Et alors là, il y a des très belles choses à voir. Je suis avec Gaëtan. Alors Gaëtan, quand je dis des très belles choses à voir, je parle surtout de tes tortues. Les animaux, oui, on est d'accord. Que les gens se méprennent pas, on va dire. Ouais. Non, mais pour dire plus sérieusement, tu as des magnifiques tortues justement sur le stand. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter celle que tu nous as sortie? Ouais, donc là c'est un super mâle Manorio Emis. Alors globalement, du coup, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? D'où est-ce que ça vient? D'Inde. D'accord. Ouais. Et niveau maintien un petit peu justement. C'est pas très chaud, entre 25 et 26 degrés, éviter les UV. Et c'est la seule tortue, l'avantage, qui fait un nid et qui pond dans un nid et qui surveille son nid. Donc voilà, comme quoi même chez les tortues du coup ça existe. Ouais, ça existe, ouais. D'accord, ok, bon. Et du coup donc lui, c'est pas lui, c'est madame plutôt qui s'en charge. Ouais, c'est ça, c'est madame, ouais. La femelle elle protège vraiment son nid à côté, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu donc, ce que tu as d'autre? Donc là on a du coup des tortues d'Hermann, donc les femelles. Hermanni là. Ouais, Hermanni, pardon, oui, non. Je sais pas si tu peux nous en montrer une. Ah, magnifique. Voilà. De toute beauté évidemment, d'accord. Et alors on va rappeler, c'est marqué sur le stand évidemment, mais quand vous voulez acheter ce genre d'animaux... Il faut la détention. Évidemment, d'accord, on en revient toujours à la législation, mais voilà. Là, des Hermanni Bodgeri, femelles. Ouais. Alors on change de taille. Regardez comme c'est joli. Ah. Magnifique. Alors espérance de vie un petit peu, parce que c'est pareil. On plus de 50 ans. Ouais, plus de 50 ans. D'accord, évidemment, quand vous commencez avec les tortues, les tortues de terre, vous vous engagez sur un certain temps. Allez, du coup, donc les petites pardalis à côté.
La fameuse tortue léopard. Hop. Ah, regardez-moi ça. Avec des très jolis motifs. On va venir filmer un peu après. De près. Très très jolis motifs. Si jamais évidemment on veut se renseigner pour les tortues, etc., comment est-ce qu'on vous contacte? On a notre site internet, donc Terrario Center, et après on a une page Facebook et une page Instagram aussi maintenant. Impeccable. Et écoute, tout est passé, je pense. Merci beaucoup. Encore merci Gaëtan. Bye bye. Allez, on se retrouve du coup ici avec un nouveau stand. Je suis avec Aurélie. Et Aurélie, en fait, elle a un peu deux casquettes. On va d'abord avoir le côté ventre à terre avec tout ce qui est matériel. Et du coup, le côté reptile bar derrière avec la nourriture. Et en plus de ça, donc il y a quelques isopodes, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Qu'on va peut-être pouvoir justement montrer rapidement. Oui. Alors du coup, donc voilà, donc tu nous as ramené devant tes isopodes. Alors globalement, moi j'ai une question à te poser. C'est qu'il y en a plein de sortes. À quoi est-ce que ça va être utile dans un terrarium? Ça va nettoyer le terrarium. Ouais. Ça mange les déjections. Exactement. Tout. Les déjections, les mues, même les ratons, les proies les restes, en fait, les restes qui sont pas mangés par le serpent, ils vont finir par les manger en fait. Alors tu vois là c'est marrant parce qu'on revient du stand de Steven Valverde, tu vois donc un petit store. Ouais. Il nous a présenté un serpent par exemple qui régurgite les poils des proies. D'accord. Est-ce que ça veut dire que par exemple si jamais on met les isopodes, du coup c'est quelque chose... Ça va les manger, ouais. Ça va laisser tout ce qui est... ça va laisser les os, mais ça va nettoyer les os, mais sinon tout ce qui est autour, il va les manger en fait. Alors ça du coup c'est ce qu'on vend insectes vivants. Ouais. Mais on va pas se mentir, à Reptile Bar il y a aussi un côté où on vend des choses un peu moins vivantes. Un peu moins vivantes, ouais. Voilà. Tu nous montres ça? Ouais, on y va. Des gens du coup qui veulent commander chez toi. Ouais. Donc comment est-ce qu'ils te contactent? Sur Ventre à terre. Ventre à terre du coup. Et alors bon je vais pas. Enfin voilà, moi je l'ai fait. Je suis passé déjà par tes services. Et alors donc il y a un très très bon, en plus une très bonne communication, je tiens à le dire, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger cette période de canicule. Donc voilà, Aurélie elle est très, justement, elle reste très préoccupée par le fait que les proies arrivent bien chez vous, et je peux dire que c'est bien. Et alors du coup donc, comment ça se passe globalement les envois? C'est-à-dire que tu reçois... Je reçois la commande. Donc, et après, j'imagine qu'il y a un jour de préparation. Il y a un jour de... Normalement, je reçois la commande et j'essaye de l'envoyer le lendemain. D'accord. Le plus rapidement possible pour que les clients soient satisfaits. Ouais. J'appelle quand je reçois la commande. Alors, des fois, c'est pas le jour même, des fois, c'est le lendemain. J'appelle les clients pour voir avec eux le jour de livraison, quand est-ce qu'ils souhaitent. Voilà. Toi, tu as vraiment un suivi des clients. Oui, exactement. Ouais. Je fais très attention parce que bon, c'est vrai que c'est du congelé. Ouais. Donc, j'ai pas envie que les clients ils reçoivent, ils sont pas voilà. Donc je préfère les appeler, avoir un contact et puis ils me disent s'ils sont disponibles et quand est-ce qu'ils sont disponibles. Quoi. Bien sûr, et c'est très bien comme ça, voilà. Vous êtes à peu près sûr d'être chez vous quand au moins vos revendeurs ils arrivent. Et c'est vrai que sinon c'est toujours un truc qui nous embête, c'est que des fois la crainte du colis qui reste devant la porte. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Ou bien il repart au dépôt et puis ça fait... non. Merci beaucoup Aurélie. Mais de rien. Et bonne soirée. Merci toi aussi. Je suis donc avec Nicolas Bajol, du coup, qui est le président de l'ASSO, donc l'association terrariophile du Sud-Ouest. Et Nicolas, en fait, on devait se voir tous les deux. Tu devais passer au stand Mon Petit Python le dimanche de l'exposition Reptile Expo, qui a eu lieu les 8 et 9 octobre dernier. Et puis, le Covid est passé par là, et donc, du coup, on n'a pas pu se voir. Alors, je tiens à préciser que c'est moi qui ai le Covid. Mais du coup, on se fait ça à distance, j'ai envie de dire. Et je voulais te poser quelques questions par rapport à Reptile Expo et commencer peut-être par celle-ci. Du coup, donc l'exposition revenait après 1 an d'absence due au Covid. Est-ce que ça a été dur de remettre la machine un peu en route? Un petit peu. On n'a pas forcément perdu les repères. C'est toujours à peu près les mêmes choses qu'on doit organiser. Mais c'est un peu plus compliqué pour essayer de recontacter les exposants parce qu'entre-temps, mine de rien, il y a presque 2 ans qui se passent et il y en a qui arrêtent, il y en a qui changent de projet, il y en a qui sont plus dispo, il y en a qui veulent plus faire forcément d'expo. Donc ouais, il y a des choses quand même qui sont à refaire un peu de zéro et le démarchage. En fait, c'était un peu un nouveau départ finalement, quasiment quoi. Honnêtement, chaque année est très différente. C'est vrai, on cherche des fois des nouveaux partenaires, des nouveaux exposants, tu cherches des nouveautés, un stand que tu n'as pas forcément fait l'année précédente pour apporter de l'animation. Donc, ouais,
chaque édition, de toute façon, c'est un renouveau. Ça marche. Est-ce que sur ce week-end du coup qu'on a décrit, est-ce que tu as des chiffres à me donner un petit peu pour le week-end? Notamment peut-être le nombre d'entrées, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu Ouais. Alors, les enfants de moins de 12 ans, on ne les a pas comptés vu que l'entrée était gratuite pour eux. Après, dans les entrées purement payantes, on a fait 3200 entrées. Donc, c'est un bon chiffre, ça. Plutôt, pour nous, ouais, on est super satisfait cette année de ce nombre d'entrées. Sachant que l'année dernière, zéro, ça n'a pas eu lieu. Et il y a 2 ans, c'était vraiment le début du Covid. Il n'y avait pas besoin de vaccination pour rentrer, mais les gens devaient venir masqués. On comptait le nombre de personnes présentes en simultané dans la salle et ça a freiné beaucoup de personnes. Les personnes âgées ne venaient plus. Les parents avaient peur d'emmener leurs enfants. Donc, il y a 2 ans, ouais, c'était une cata à niveau entrée. Du coup, cette année, c'était un peu le record ou il y avait déjà eu mieux par le passé? Je pense pas que ce soit le record. En 2018, on avait fait une très très bonne année, juste avant l'arrivée de l'IFAP et de toutes ces choses. 2018, non, c'était la meilleure année. Autant en nombre d'exposants qu'en nombre de visiteurs. Je crois qu'on n'a pas fait mieux. Par contre, cette année, on a quand même davantage de mètres d'exposition. On en a même mis dehors, la buvette était à l'extérieur pour essayer de maximiser à l'intérieur et de remplir tout ce qu'on pouvait pour les visiteurs et les exposants. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette année, alors je ne vais pas te cirer les pompes, c'est pas l'objectif, mais moi je vais te dire un truc. Côté participants, et puis même côté visiteurs, je crois que j'ai entendu que du positif. Le seul truc négatif, comme ça, tu vois, on va voir que je suis vraiment honnête, ça a été un moment où on a eu un peu chaud le samedi. Parce que c'est vrai que voilà, il y avait un moment où forcément il y avait tellement de monde et une belle météo que voilà, il faisait un peu chaud, mais c'est le seul truc en fait que j'ai entendu. Côté organisation alors, est-ce qu'il y a pareil que du positif qu'on retient ou est-ce que tu as aussi des petits trucs négatifs qui sont sortis? Il y a plein de trucs. Quand tu fais le bilan d'une édition, il n'y a jamais tout qui est tout rose. Il y a ce que les visiteurs ou les exposants constatent. Typiquement, et après, il y a le réel. C'est ça. Il y a eu autant la clim qui a eu quelques couacs, il y a eu le resto du samedi soir qui n'a pas forcément emballé tout le monde et je peux comprendre totalement, c'était justifié. Et après, il y a plein de trucs en off quand c'est le rush, quand on court partout, quand on essaie d'être à tous les postes pour essayer de satisfaire tout le monde. Ouais, des fois, on a beau être très nombreux, là on était sur les 2 jours, à peu près 35 bénévoles. Ouais, à qui on tire un coup de chapeau d'ailleurs aussi, parce que c'est un sacré boulot et c'est peut-être ça le deuxième chiffre, du coup 35 bénévoles, c'est vrai que mine de rien, ça mobilise beaucoup de monde ce genre d'événement. C'est ça. L'association n'a pas un très grand bureau et heureusement que les bénévoles nous complètent et font un super taf. Et ils viennent avec leurs enfants, avec leurs amis des fois et c'est chouette. C'est une super solidarité, on en a carrément besoin pour que l'expo tourne. Ouais, c'est top, c'est top. Quel retour parce que du coup, moi je t'ai dit que j'avais eu des bons retours globalement de ma part des exposants. Et toi, quel retour est-ce qu'ils t'ont donné? Parce que j'imagine qu'entre toi et moi, tu en as eu encore plus que moi, puisque forcément. J'en ai eu plus, mais globalement, c'était un peu les mêmes. Les premiers retours qu'on a à chaud, c'est souvent à la remballe le dimanche soir quand les exposants remplissent les voitures, les camions. Ils nous disent que c'était une chouette année, on est bien content, ça a bien fonctionné, à l'année prochaine, ça. Et après, le deuxième retour, c'est plus sur Facebook. C'est une fois que les gens ils sont reposés, à tête reposée, 24-48 heures après, ils font le bilan un peu de leur vente, de l'ambiance. Et puis, même les visiteurs ont l'impression que vraiment, ils ont trouvé leur compte cette année. Qu'au niveau de diversité, il y a eu plus de choses aussi. Animation, on avait aussi prévu un peu plus de choses. Ça, c'était le dimanche, surtout. Du coup, moi, je ne l'ai pas trop vu. Mais c'est vrai que, ça avait l'air d'être vraiment chouette. Et moi, je suis. Tu sais, il y a souvent comme ça des petites critiques qui ressortent. Et là, j'ai l'impression vraiment, cette année, pour la petite expo, c'était juste un truc ultra positif, encore une fois. Enfin, voilà, quoi. Un ou deux trucs dont tu es vraiment fier concernant l'édition de cette année, peut-être par rapport aux autres. Qui ressortirait sur celle de cette année. Ça va être con, mais le fait que la buvette, elle est bien tournée. Parce qu'avec le Covid, autant dire que la buvette, là, ces derniers temps, c'était très compliqué. Un coup, on nous dit, vous pouvez pas la faire comme ça. Un coup, il faut se plastifier avec du cellophane partout. Enfin,
c'était devenu impossible ces dernières années. Et là, on a retrouvé une année presque normale et ça fait plaisir. C'est plus facile à organiser, on se permet plus de choses. Et ouais, ça déjà, c'était un moyen de respirer. Et puis j'imagine que c'est aussi une rentrée d'argent pour l'association, etc. Carrément. Alors ça sera jamais autant que grâce aux entrées, mais la buvette, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et non, je sais pas, qu'est-ce qui a très très bien marché? On est satisfait du nombre de personnes qui ont répondu présent. Justement, après un arrêt de presque 2 ans, on s'était dit, est-ce que les exposants vont être au rendez-vous? Est-ce que les visiteurs vont toujours avoir un intérêt à venir? Et finalement, oui, donc ça, on est content. La plus grosse réussite, c'est ça. C'est 2 années qui ne se sont pas super bien passées à cause du Covid. Et puis moi, j'ai envie de te rajouter, moi je vais être franc avec toi, je me posais aussi une question par rapport à tout ce qui est nouvelle législation, tu sais, qui nous entoure. Et je me disais, est-ce que ça va pas être un frein pour certaines personnes? Tu sais, là, juste avant, mine de rien, l'expo, tu as l'histoire des lampes propeltis qui sort. Juste avant ça, tu avais encore eu les nouvelles lois qui te concernent. Et c'est vrai que, comme tu le dis, tu vois, en 2018, ça avait peut-être impacté le truc. Et là, je me disais, tiens, est-ce que finalement, ça va aussi avoir un impact? Et j'ai l'impression que la ferveur autour des reptiles, enfin voilà, pour l'instant continue et que il y a toujours et ce public de passionnés et ce public familial, enfin voilà, que ça se dément pas malgré tout ça, quoi. C'est un peu ton ressenti aussi? Ouais, après, on a toujours joué de malchance, on va dire, au niveau de du timing. Quand la date de l'expo tombe. En 2018, l'arrêté date du 8 octobre. Nous, on fait ça toujours dans la première dizaine d'octobre. Donc, presque quand le texte il est passé, c'est là où l'expo avait lieu. Donc, bon, sur le coup, c'était trop récent et on ne pouvait pas changer notre manière de fonctionner. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing, ça, Nico. Ça, c'était pas voulu. C'était pas du tout voulu. Non, et puis il y a, je sais plus, il y a eu quelques modifs à la CITES il y a de ça quelques années aussi, quand le Géco-Toqué qui est passé sous annexe, il y a eu plein d'espèces comme ça qui se sont greffées et qui sont devenues annexées au même moment que la bourse. Et bah oui, cette année, comme tu dis, c'est les lampros qui passent en invasif. Où on avait encore une dérogation, là, tant que les textes ne sont pas complètement... c'est ce que j'ai demandé, c'est comment est-ce que toi tu gères ça quand tu es justement à la tête de l'ATSO, qui est l'organisateur, et où tu as un truc comme ça qui tombe. Comment est-ce que tu as géré? Eh bien, nous, on est vachement... De toute façon, on est obligé de faire respecter la loi qui est en vigueur sur le territoire au moment où l'expo a lieu. On n'est pas au-dessus des lois du tout. Donc, quand on n'est pas sûr de quelque chose, le plus facile, c'est de demander à notre DDPP, qui, elle, si elle a un doute, peut même remonter au ministère, qui, eux, sont vraiment les décideurs. Et voilà, quand on a une incertitude, quand on a une question, c'est nos correspondants directs. Et là, typiquement, pour tout ce qui était Lampro, voilà, on leur a demandé qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait dans le département, est-ce qu'on peut encore en céder. Ils nous ont dit oui, tant que les textes ne sont pas complètement abrogés, amendés, on peut continuer, mais en prévenant quand même les acquéreurs du passage sous plus ou moins long terme de l'espèce sous CDC, et que du coup, pour quelqu'un qui n'est pas capable, plus le droit de reproduire, plus le droit de céder à quelqu'un qui n'est pas capable. Bien sûr. Etc., tout ce qui ne change pas. Il me reste 3 questions à te poser. Voilà, 3 questions. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, la première, ça va être, c'est vrai que tu vois, on a parlé du jour J, enfin des jours J, mais j'ai envie de te dire, on a parlé de tout ça, mais aussi une bourse, ça se prépare en amont. Et c'est vrai que, tu vois, moi j'ai voulu cette année filmer un petit peu l'installation des choses le vendredi, mais ça se prépare bien avant ça. Et moi j'ai envie de te demander, tu nous as parlé un petit peu des bénévoles, tu nous as parlé un petit peu de l'association. C'est quoi les grandes étapes? Depuis quand est-ce que vous préparez cet événement-là? Et comment est-ce que ça s'organise au niveau des grandes étapes, justement, jusqu'au jour J? Parce que ça, on ne le voit pas, nous. Eh bien, j'imagine que d'une expo à l'autre, en tout cas, tout le monde doit avoir une manière de fonctionner différemment. Plus l'expo elle est grosse, plus je pense qu'il y a du taf en amont, c'est logique. Ouais. Peut-être qu'une petite expo qui a que 10 ou 20 exposants, tu arrives à préparer ça en quelques mois. La Reptile Expo, c'est devenu tellement mastodonte que c'est presque un an à l'avance en fait que tu commences à te préparer. Pour te donner une idée, le week-end où les portes de l'expo ferment, la semaine d'après, il y a déjà le bâtiment qui te demande par mail bon alors, tu as choisi les dates de l'année prochaine parce que bien sûr. faut réserver la salle. Ouais. Donc, il faut réserver la salle, ça veut dire donner les dates, ça veut dire commencer à verser des arts. Bien sûr.
Donc ouais, dès qu'une expo est terminée, il faut déjà se lancer sur l'édition d'après. Et les grosses étapes du coup après. Une fois, du coup, donc la salle, j'imagine qu'effectivement c'est un événement majeur. Parce que sans ça, évidemment, tu n'as pas l'expo. Et après, du coup, dans l'année, quand est-ce que ça se passe, tu vois, à peu près, et quels sont justement voilà, ces grands moments Alors, nous, la nôtre se termine du coup, enfin, a lieu en octobre. Idéalement, autour de déjà décembre-janvier, il faudrait avoir finalisé une première affiche pour commencer la communication, pour pouvoir annoncer les dates, pour pouvoir commencer à démarcher Bien sûr. des exposants, des sponsors, si on veut, des nouveaux partenaires. Et après, très rapidement, ça va être commencé à lancer les ouvertures des inscriptions. Et puis, alors ça se fait quand, ça, du coup, ça avant, on le lançait assez tôt dans l'année. Là, depuis 2 ans, on essaye de faire ça autour de mai-juin. D'accord. Parce qu'on se dit que les lancer trop tôt, c'est pas forcément un bon système. Il y a ceux qui annulent. Enfin, je pense que tu vois le truc venir. Les gens s'inscrivent 10 mois à l'avance. Et puis, en fait, quelques semaines ou quelques mois avant, mes repos, elles n'ont pas marché. Ou alors, finalement, j'ai une urgence familiale ou je dois bouger pour le boulot, je peux plus. Donc, les lancer trop tôt, ça sert à rien. Ça nous donne plus de boulot. Les gens font un dossier pour, au final, des fois, annuler. Donc, ouais, mai, juin, le gros des dossiers arrive pendant les vacances d'été. Et après, septembre, c'est beaucoup de la finalisation, confirmer, mettre à jour les listes, s'il y en a qui nous envoient des nouvelles espèces. Parce que ça, c'est un truc qui est un peu compliqué aussi de notre côté. On va dire qu'avec notre DDPP, si les choses se passent bien, c'est parce qu'on communique beaucoup. On leur fait confiance pour beaucoup de choses. Elle nous fait confiance aussi. Et le deal, c'est notamment de leur fournir, pour tous les exposants, la liste de toutes les espèces qu'ils sont susceptibles de donner le jour J. Et c'est un énorme boulot. Quelqu'un qui a un petit stand, ça va aller vite. Il va te donner 3 espèces de reptiles. Quelqu'un qui commence à être professionnel et qui peut ramener 70-100 espèces différentes. Il y en a un peu plus, quoi. Voilà. C'est énorme. Et après, derrière, il faut analyser le CDC, l'AOE. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a le droit d'amener tout ça? Est-ce qu'il a les autorisations pour? Donc ouais, c'est ça le gros du boulot. Et c'est un ping-pong du coup entre l'exposant, nous, la DDPP. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le dossier repasse à l'étude. Et c'est ça le plan. Ouais, bien sûr. Le dossier est costaud et puis il y a le ping-pong à prévoir. Du coup, mon avant-dernière question maintenant, parce que là, du coup, on a évoqué, si tu veux, au niveau de l'ATSO sur l'année, justement, comment est-ce que ça se passait. Moi, j'ai envie de te raconter, j'ai envie que tu nous racontes plutôt, pardon, la journée du président de l'ATSO, du responsable, du big boss, le jour J. Le jour J, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'en fait, tu dois courir partout, tu as plein de trucs à faire. Donc le samedi, vraiment l'ouverture. On écarte déjà le vendredi qui était l'installation. Ouais, enfin sur le week-end, tu vois un petit peu, tu vois, c'est quoi? Parce que là, j'imagine que pour toi, c'est pas juste aller voir les stands, regarder ce qui peut te plaire comme animaux et faire tes achats, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Donc, dis-nous un petit peu, quand on est responsable comme toi, qu'est-ce que ça implique? Entre la gestion des personnes, entre, j'imagine aussi les exposants, les trucs comme ça, c'est quoi les tâches du responsable de cette journée-là, quoi? Le début, la journée de l'ouverture, c'est... Je sais pas. Il y a plusieurs étapes en fait. C'est vrai que ça commence déjà au niveau du vendredi, quand on commence déjà à installer, à préparer la salle. On commence déjà à briefer les gens sur demain, il faudra faire ça dans tel ordre, parce que tu sais que dans la précipitation, le samedi, tu ne pourras pas tout faire. Bien sûr, bien sûr. Donc le vendredi, c'est déjà une répartition des tâches et préparer. C'est aussi tout ce qui est sécuritaire. Ouais. Moi, je l'ai vu d'un peu près, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que, oui, placer les stands, les sorties de secours, les trucs comme ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Déjà, on loue pas en gare et on ne place pas les gens comme on veut dedans. Aujourd'hui, il y a énormément de consignes sur les normes handicapées, les normes incendie, les évacuations d'urgence. Il faut que les allées fassent telle taille. Il ne faut pas qu'il y ait une table ou un stand qui dépasse de 5 mm de trop, sinon les gens se tapent dedans quand ils veulent évacuer et c'est une catastrophe. Voilà. Donc non, il y a des chargés de sécurité qui sont là, qui analysent la salle, qui te disent moi je ne peux pas valider ton exposition si telle table elle est à tel endroit, il faut prévoir. Donc tout ça, ça se fait beaucoup le vendredi. Et après, le samedi, on a du coup le chargé de sécurité qui refait un dernier tour, qui donne son coup de tampon et qui dit OK, là on est à 10 minutes de l'ouverture et je suis OK, je te donne mon aval pour que l'expo puisse ouvrir. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais dire que pour toi, le stress, il est quand même bien là, dans le sens où tu te dis, si jamais c'est pas bon, il reste 10 minutes, quoi, comme tu dis, quoi, pour corriger, quoi.
ah bah si c'est pas bon, de toute façon, on n'est pas autorisé à ouvrir les Voilà, portes. c'est ça. Donc l'heure d'ouverture va se retrouver décalée, il faut qu'on trouve les solutions. Non, Alors mais en ensuite, général, ouais, vas-y. ce gros du boulot, il est fait le vendredi, donc normalement, s'il n'y a rien qui bouge depuis le vendredi. C'est une validation en fait après. C'est ça. Et après, ben non, le samedi, pour te répondre, ouais, on court beaucoup. Alors le matin, c'est l'accueil des exposants qui n'ont pas pu venir s'installer le vendredi, parce que tu en as qui bossent, parce que tu en as qui habitent tout proche et qui ne vont pas faire la route le vendredi soir. Donc tous ces gens-là à accueillir le samedi matin. Ils ont 2 heures pour s'installer. Et l'expo doit ouvrir à 10 heures. Donc en général, vers 9h30, tout le monde est à peu près arrivé dans les exposants. Et là, on commence davantage à passer entre les stands. On demande aux gens, est-ce que vous avez besoin de rien? Est-ce que vous êtes prêts pour l'ouverture? Est-ce qu'il vous faut, je sais pas, est-ce que... Moi, il y a des derniers documents aussi que je distribue aux gens qui ont des fois des animaux sous CDC ou sous déclaration de détention. Il y a un peu plus de paperasse à faire avec ces animaux-là qui sont soumis. Et voilà, ensuite, une fois que c'est ouvert, c'est un peu au fil de l'eau. Dans les premières heures, les gens rentrent dans l'exposition, donc le gros du boulot, il est surtout à l'entrée, à faire en sorte que les TPE marchent bien et tu croises les doigts, que ce soit plutôt fluide à l'entrée. Et après, le rush va être au niveau des portes de sortie à midi. Ils sortent pour aller manger, ils sortent pour rentrer chez eux. Donc là, les flux de personnes, c'est les mêmes, mais dans l'autre sens. C'est ça. Voilà. Et après, au fur et à mesure de la journée, c'est un peu essayer de gérer les urgences, recharger. Ouais, parce que j'imagine que c'est là où tu as les imprévus en fait, qui arrivent. C'est-à-dire, c'est les trucs que typiquement la clim de cette année, des problèmes de clim ou des trucs comme ça, c'est là en fait où tu as ces trucs-là où tout à coup on t'annonce que y a tel truc qui fonctionne pas, il faut que tu gères, quoi. Mais donc on est bien d'accord que tu es tout le temps sur le pied de guerre, toi, en fait. Tout le temps. J'ai pas eu le temps de voir beaucoup de stands, j'ai pas du tout fait de shopping et je crois que c'est commun à tous les gens du bureau, hein. On n'en a pas énormément profité et les gens qui auraient juste voulu faire un petit tour, en tout cas, même dans le bureau, il y en a qui ont des stands et ils ont dû les laisser tenir des fois par leur conjointe ou leurs parents parce que on est trop occupés. C'est du taf, quoi. C'est du taf. C'est ça. Et alors, du coup, ma dernière question. Reptile Expo, donc c'est le grand moment, on peut dire, de l'année pour l'ATSO, donc l'association Terrariophiles du Sud-Ouest. Est-ce que tu peux nous décrire le reste de vos activités, ce que vous faites durant l'année, et pour donner un peu envie à tous ceux qui sont justement du Sud-Ouest de prendre contact avec vous, quoi. Écoute, c'est assez varié et c'est plutôt irrégulier en fonction des années. On va dire que ce qui bouge pas vraiment, c'est nos réunions trimestrielles. On essaie de faire se rassembler les gens qui sont passionnés de terrario au moins une fois tous les 3 mois. On a notre assemblée générale qui est en général au mois de février, et là qui est ouverte du coup que aux adhérents, c'est une assemblée générale. Mais après, alors, je crois juste pour les réunions trimestrielles, si je me permets de préciser quelque chose, vous allez avoir aussi des animations, on peut venir présenter des reptiles, c'est ça, on peut venir présenter des choses. Enfin voilà, c'est un peu ça qui se passe dans ces réunions-là aussi. C'est ça. Les réunions, c'est vraiment un moment où on laisse autant la parole aux adhérents qu'aux gens qui viennent découvrir la Terrario. Et c'est des réunions qui durent en général 3-4 heures. Et quand on dit réunion, c'est pas on est tous autour d'une table et on papote de façon ultra stricte et fermée. Non, c'est convivial, il y a des conférenciers, il y a des gens qui, dans l'assistance, du coup, viennent présenter des espèces. Ou leurs activités. Et tu peux avoir, je sais pas, à la dernière réunion, il y a Miam Miam Reptile, donc Vincent Edmond, qui est venu pour parler de son activité, son job au quotidien, comment il marche, comment il vit dans la France. C'est un côté de la Terrario aussi, que monsieur tout le monde ne connaît pas. On a des parcs animaliers qui sont venus présenter, on a des structures pro, on a des petits particuliers qui ont des espèces plus ou moins courantes, mais mine de rien, une présentation de sulcata ou de Python Regius, les gens ils pensent tout savoir, et jamais de la vie. Quand tu assistes à une conférence de personnes qui élèvent ça depuis 10-15 ans, le retour d'expérience n'est pas du tout le même. Donc on a ces réunions qu'on fait tous les 3 mois, qui sont ouvertes à tous, hein. On n'a pas besoin d'être adhérent, on peut y venir avec des familles, les enfants, les amis, leur faire découvrir, et c'est complètement ouvert. Et après, on a plus d'activités qui sont ponctuelles. Alors, je sais pas, des fois, on peut aller aider à faire une formation pour des pompiers. Des fois, on peut être appelé par une école ou un centre aéré pour une animation brève. C'est variable. Il n'y a pas 2 années qui se ressemblent. Et tant mieux. Et tant mieux.
C'est-à-dire que c'est divers aussi, oui. et qu'il y a de la diversité. Des fois, des sauvetages, on est appelé par une autre association, par exemple, de chiens et chats, mais qui tombent sur des reptiles et qui ne sait pas comment les gérer. Ils nous disent non, nous, on a été appelés pour 2 canards et 3 chatons. Il y a des pitons dans le garage, comment on fait? Donc là, tu prends la voiture et c'est parti, tu vas les aider. Ouais, bien sûr. Voilà, le quotidien d'une asso reptile. Eh bien, écoute, je pense que voilà, ça aura bien éclairé un petit peu tout le monde, justement, sur l'envers du décor, j'ai envie de dire, et de la bourse, justement. Donc, Reptile Expo, donc on va le rappeler, hein, c'est tous les ans, justement, donc à Mérignac, normalement au Pingalan. Bon, jusqu'ici, ça a toujours été là, donc voilà. Et donc vers octobre, hein, donc suivez un petit peu tout ça. Et aussi du quotidien, justement, de l'ATSO, que je vous invite justement à rejoindre et sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et puis en réel aussi, justement, donc pour aller partager tous ces bons moments. Nico, je t'avais promis que c'était mes 3 dernières questions. C'était pas un mensonge, je te remercie. Et puis, écoute, moi, je te remercie d'avoir répondu à tout ça. Et puis, je te souhaite la meilleure suite possible, justement, pour l'ATSO et pour éventuellement les prochaines éditions de Reptile Expo. Voilà. Écoute, ça marche à toi aussi pour ta chaîne, parce que merci bien. ce que tu fais, les interviews, cool. le taf et tout, continue. Encore merci, Nicolas. Et à très bientôt. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Et ciao. Puis, encore une fois, n'hésitez pas à aller retrouver tous les réseaux sociaux de l'ATSO et d'aller leur témoigner votre sympathie et puis surtout de passer à Reptile Expo dans les éditions futures. Allez, salut. Merci beaucoup. Ciao. Bye.